Mesdames et messieurs, bonjour. Le sujet d'aujourd'hui est lié à l'Algérie. Ce pays d'Afrique du Nord qui a eu son indépendance depuis 57 ans, se trouve à nouveau au cœur d'une crise politique. Il y a une révolution populaire qui a commencé le 22 février, qui a abouti au départ du président Abdelaziz Bouteflika. Suite à ça, il y a des arrestations concernant la corruption, le blanchiment de l'argent sale et la fuite des capitaux vers l'étranger. Actuellement, le pays politiquement est dans une situation de blocage, économiquement également, et l'enjeu actuellement, c'est ce que l'armée veut aller dans des élections présidentielles et elle veut récupérer le pouvoir pour, selon les dires du chef de l'état-major, pour le rendre au peuple. Et de l'autre côté, il y a le peuple qui soutient l'action de l'armée, qui a appelé à la purification de la scène politique et à sa moralisation. Il y a la purification aussi de l'économie de l'argent sale, mais aussi il y a aussi le peuple qui, tout en soutenant le chef de l'état-major, a peur que ceci aboutisse à un nouveau système autoritaire dont il a souffert pendant 57 ans. Alors, pour aborder tous ces sujets-là, j'ai le plaisir de recevoir M. Ali Benouari. M. Ali Benouari, ex-ministre du Trésor de 1991-1992 dans le gouvernement de Sidi Ahmed Ghazali. Donc il est expert international en finance, il est le président fondateur d'Ecofinance à Genève. Donc j'ai le plaisir de le recevoir pour aborder ces questions et lui demander quel était son avis et qu'est-ce qu'il en pensait concernant l'avenir du pays. Alors, bienvenue, M. Benouari. Merci de m'inviter. Je suis honoré, content aussi de m'adresser à un média qui ne soit pas un média traditionnel. Spoutnik n'est pas très connu en Algérie, n'est-ce pas? Mais il commence à l'être. Alors, ce que je pense de la situation en Algérie, la question est intéressante, elle est complexe. La réponse est complexe parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de divergences d'opinion, d'appréciation, pas tant sur la nature du mouvement, ce qu'on appelle le Hirak en Algérie, qui est né le 22 février, ce formidable élan de protestation de tout un peuple, par millions, qui sort manifester son désir de liberté, de s'affranchir de la dictature, qui semble avoir tout assimilé, qui semble avoir tout compris, et qui a compris en tout cas une chose, c'est que la violence n'engendre que la violence. C'est la raison pour laquelle ce magnifique peuple a décidé de placer ces manifestations sous l'angle du pacifisme. Silmiya, silmiya, comme le répètent à l'envi les Algériens, pour bien montrer que quoi qu'il arrive, il ne sortira pas, il ne se départira pas de son pacifisme. Donc c'est formidable. N'importe quelle, j'allais dire, dictature serait déjà tombée. Et pourquoi donc la dictature algérienne n'est pas tombée où le dictateur ne s'est pas enfui comme Ben Ali, comme Moubarak, et j'en passe? Tout simplement parce qu'un peuple qui chante et qui danse, qui manifeste son désir de liberté, de démocratie, en chantant, ne fait pas spécialement peur aux dirigeants. D'ailleurs, Bouteflika n'a pas voulu partir pour cette raison, et de manière très étrange. Il s'est d'abord porté candidat pour truquer les élections pour un 5e mandat, ce qui était le mandat de trop, bien entendu, puisqu'il était complètement dans l'incapacité de gérer depuis déjà 2013. On gère en son nom. Mais il a pensé aussi, son entourage, à pousser l'audace jusqu'à le représenter pour un 5e mandat, alors que la rue grondait, n'est-ce pas, les Algériens manifestaient par millions, c'est parce que c'était un mouvement pacifiste. Mais néanmoins, pour autant, pour pacifique qu'il soit,
Ce mouvement est déterminé. Et c'est cette détermination qui fait bouger les lignes, qui fait bouger les choses. Et de ce point de vue, pensez-vous que la classe politique algérienne est à même d'apporter la réponse nécessaire aux attentes du peuple? D'abord, clairement, non. Les manifestations populaires ne sont pas nées d'un appel de la classe politique. Ce n'est pas la classe politique qui a appelé le peuple à sortir dans la rue. C'est tout simplement cette immense frustration accumulée au fil des décennies qui a poussé les Algériens à sortir, exprimer leur ras-le-bol, non seulement du système, mais également de toutes les institutions. Le mot qui revient le plus, c'est dégager. C'est pas seulement isqat al-nidam, donc la chute du système, mais aussi c'est-à-dire dégager tous. Autrement dit, ils rejettent en bloc toutes les institutions du pays, à commencer par la constitution scélérate, qui a été si souvent triturée qu'elle ne représente certainement pas ce que souhaitent les Algériens. Donc le Parlement, le Sénat, le président de la République, le gouvernement, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, toutes ces institutions sont rejetées massivement. Et pour autant, et c'est là le problème, ce peuple-là n'a ni la capacité de faire dégager tous ces gens-là, il ne peut qu'exprimer son désir, qui pour l'instant n'est pas entendu comme il le faut. Puis la preuve, c'est que le gouvernement est toujours là. Ben Salah a succédé en vertu de l'article 102 de la Constitution à Bouteflika, poussé vers la sortie. Mais bon, la plupart des institutions sont toujours là. La classe politique, donc, clairement, suit le peuple. Elle n'est pas derrière, elle suit. Mais pour être juste, nous pouvons dire quand même que beaucoup de personnalités politiques, quelques partis politiques, des experts algériens ont contribué à l'éveil de conscience, à ce formidable éveil de conscience. Parce que quand un peuple sort par millions, 20, 25 millions qui sortent au même moment, crier les mêmes slogans, c'est aussi parce qu'il a été influencé par quelque chose. Par les débats, on lui a fait comprendre que la situation du pays est grave, que le pays est menacé, l'économie est menacée d'effondrement à bref délai, que la gestion du gouvernement est catastrophique, qu'on imprime des billets de banque, ce que le peuple d'ailleurs a magnifiquement résumé comme étant de faux dinars. C'est ce qui reflète un degré de conscience très très élevé. Mais il est né aussi parce que la société a été travaillée par les élites algériennes. Il faut leur rendre justice que beaucoup de choses qui en apparence sont compliquées ont été décodées par le peuple. Par exemple, la gestion n'a plus de mystère, les défauts de gestion n'ont plus de mystère, tout le monde sait comment le pays a été mal géré. La corruption également a joué pour beaucoup, mais c'est une corruption dont on a expliqué aussi qu'elle était de nature institutionnelle. Ce n'est pas simplement des chapardeurs, ce sont des gens qui sont intimement liés à la dictature, qui profitent des marchés d'État, etc. Donc la classe politique, donc, clairement, est en train de suivre le Hirak, le mouvement. Les élites essayent à la fois d'expliquer, mais de proposer des alternatives, des solutions, notamment la transition, comment on doit aller vers la transition. Là aussi, ce n'est pas simple, parce que la transitologie, comme on l'appelle, cette branche de la science politique qui s'occupe des transitions politiques, est muette, incapable aujourd'hui de dire comment il faut aller vers la transition en Algérie. Eh bien, entre-temps, force est de dire et de reconnaître qu'il y a un vide politique. Et ce vide politique n'est pas seulement le fruit du départ du président Bouteflika, qui a laissé le pays livré à lui-même et qui a été contraint, pays qui a été contraint de chercher dans la Constitution un ancrage qui pourrait permettre de maintenir les institutions que vaillent aller vers la transition. Donc l'article 102, le président de Ben Salah, qui est aujourd'hui président par intérim. Donc cette transition est compliquée et pourtant elle doit se faire vite. C'est notre rôle aussi en tant qu'élite d'expliquer qu'il n'y a pas de transition parfaite. Et d'abord, il n'y a pas de recette miracle valable pour tous les pays. Et dans le cas de l'Algérie, il y a au moins une chose qui est sûre, c'est l'urgence. Le temps politique est en conflit avec le temps économique. C'est-à-dire que nous avons l'urgence d'aller vite vers la transition. Maintenant, comment? Alors, l'armée a une position qui est de s'accrocher à la Constitution,
la plupart des acteurs politiques rejettent l'application de l'article 102 en tant qu'il est venu trop tard. Il aurait dû être mis en œuvre il y a bien longtemps. Donc c'est là où je voudrais rebondir. Actuellement, il y a d'abord une opération main propre que le peuple qui a été lancé suite à l'appel que le chef de l'état-major a lancé au corps de la justice algérien. Il y a des personnalités de très haut rang comme les généraux Toufiq et Tartag et le frère cadet du président Saïd Bouteflika. Des hommes d'affaires comme Saad Arbrab, comme Haddad et dernièrement, ça fait 2 jours, même Louisa Hannoun. Donc, il y a qui ont été mis sous mandat de dépôt. Alors, c'est comme une situation, la rue dit, bien qu'elle a appelé de toutes ses fibres à ce que la scène politique et économique soit assainie, mais en même temps, il y a maintenant des voix qui s'élèvent et qui s'opposent même au chef de l'état-major qui a lancé ça. Qui a lancé cette opération. Et il se pose d'autant plus que l'armée veut une solution dans le cadre de la Constitution, chose que la rue rejette et demande le départ des restes des baies qu'elle considère comme ces anciens symboles. Alors comment voyez-vous la chose? C'est très compliqué. Moi, je me méfie de ceux qui prétendent avoir des solutions simples. Par exemple, je me méfie de ceux qui disent Gaïd Salah dégage. C'est trop simple, il ne serait pas là et après. Ça résout quoi? Ça ne résoudrait rien du tout. Je me méfie de ceux qui disent il n'y a qu'à confier la transition à des têtes qui émergent. Alors on voit ici et là des noms qui apparaissent. Mais en réalité, que représente-t-il? Parce que nous ne sommes pas dans un processus électif ou électoral. Nous sommes dans une situation pré-transitionnelle. Autrement dit, la question qui se pose, c'est un peu comme les Gilets jaunes en France. On sait qu'il y a une demande diffuse dans le cas de l'Algérie qui émane de tout un peuple. Mais par qui elle doit être portée? Qui doit représenter ce peuple? Même si des têtes apparaissent ici et là, qui peuvent être tout à fait honorables, encore faut-il que l'on sache si le peuple est d'accord. Puisque nous ne pouvons pas élire les représentants, le peuple ne peut pas élire ses représentants. Qui doit désigner ces représentants? La question n'est toujours pas résolue. Donc quand on dit l'armée out, ne vous mêlez pas des choses qui ne vous regardent pas, bien sûr qu'il y a du vrai. L'armée n'a pas à faire de la politique. Ses missions constitutionnelles, c'est de défendre l'intégrité, la souveraineté du pays, voire des institutions générales, mais certainement pas de faire de la politique. Là, les gens ont raison. Mais en même temps, qu'y a-t-il comme solution à offrir pour aller vers cette transition en l'absence d'un processus électif? Encore une fois, la question n'est pas tranchée. On parle d'une conférence nationale à laquelle participeraient les différents courants politiques, idéologiques de la société, leurs chefs de file. Il y a eu des initiatives, des plateformes comme ça. Mais dès qu'une plateforme est présentée, elle est combattue par plein de gens. Dès qu'une tête émerge, elle est combattue par plein de gens. Et donc, comment aller vers ce consensus, vers une conférence nationale consensuelle? Encore une fois, la question n'est pas tranchée, mais l'armée, entre-temps, alors l'armée, c'est un cas à part, parce que c'est un cas particulier, parce que c'est la seule institution légitime. D'ailleurs, dans 3 mois, si l'élection du 4 juillet ne se tient pas, et à mon avis, elle ne se tiendra pas, pour qu'on soit clair, parce que le peuple n'en veut pas en général, les avocats n'en veulent pas, les maires de plus en plus s'y opposent, les candidats, il y a peu de candidats, donc comment voulez-vous? L'administration est toujours là, qui a l'habitude de truquer les élections, le fichier électoral n'est pas nettoyé, n'est pas mis à jour, c'est très difficile. Donc le pari de Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major, à mon avis, est un pari qui ne sera pas réussi. Mais après, qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois? Donc le 4 juillet, à l'échéance des 3 mois que la Constitution assigne à Ben Salah pour organiser des élections. Nous serons dans un vide total, un vide sidéral. Et ce vide va s'ajouter au vide politique. Pas de classe politique représentative. Et là, je m'excuse auprès des chefs
de partis qui m'écoutent, qui m'écouteront. Je ne jette pas l'anathème sur eux. Mais tant que nous n'avons pas d'élection libre, comment savoir ce que pèse chaque parti? C'est impossible. C'est impossible. La société, donc parce que le Bouteflika et le système ont fait le vide. Bouteflika en particulier a empêché qu'il n'y ait émergence d'une classe politique représentative par le trucage systématique des élections locales, des élections législatives. Et donc, à ce vide politique, il y a un vide au niveau de la société civile. Les associations civiles le pays a été totalement encadré depuis 57 ans par les services de sécurité. Il est impossible de créer une association sans l'aval, sans la bénédiction, sans l'accord des services de sécurité. Et donc, le pays a été contraint, la société a été contrainte, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous souffrons de ce vide. C'est-à-dire que même les associations, prenez les syndicats, les syndicats des travailleurs. On a l'UGTA, mais tout le monde sait que sa direction ne représente qu'elle-même. Il y a les syndicats autonomes, mais dont beaucoup disent qu'ils ont un fil à la patte, qu'ils ne sont pas libres, qu'ils ne sont pas si autonomes que ça. Les associations estudiantines, c'est pareil. Donc finalement, le pays souffre d'un manque cruel d'encadrement, aussi bien la société que la classe politique. Et donc, il est difficile de faire émerger des gens dans lesquels la population, le peuple se reconnaît. C'est très difficile. Donc, dans 3 mois, nous serons dans un vide politique, social, etc., mais un vide institutionnel, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune institution légitime qui restera debout, qui sera capable. Alors, à part l'armée, et il est bon qu'on se le dise, à mon avis, tout semble comme si l'armée avait anticipé sur ce phénomène, en disant soit je ne fais rien, je ne fais pas de politique, ce n'est pas mon rôle, et on va me mener à une situation de vide institutionnel et politique, et où je me retrouverai face au peuple. Et s'il y a de la violence, je serai obligé d'intervenir. Et l'armée a certainement envie de tout, sauf d'intervenir, sauf de tirer sur le peuple. C'est déjà arrivé. L'armée, le peuple, mais aussi l'armée, sont absolument traumatisés par ce que l'Algérie a vécu. C'est pour ça que l'Algérie tient encore debout, parce que les Algériens ne veulent plus de violence. Et c'est pour ça que ces manifestations de milliers de gens sont pacifiques. Je disais que la violence engendre la violence. Les Algériens ne le savent que trop. L'armée le sait aussi. Et donc, à mon avis, l'armée a dû se dire, l'état-major, par Gaïd Saleh, pour moi, ne reflète que la direction de l'armée, qui est probablement collégiale, enfin, probablement il y a des débats à l'intérieur. Et à mon avis, ils ont dû se dire, on ne peut pas attendre le vide institutionnel, il faut qu'on prenne les devants. Maintenant, comment faire? Ils ont décidé d'ancrer leur intervention, d'accrocher leur intervention dans la Constitution, de manière à ce que personne ne dise l'armée fait un coup d'État. Donc ils sont probablement traumatisés par l'idée que l'on dise que l'armée veut faire un coup d'État. Parce que l'armée et le peuple l'a dit, et même Gaïd Saleh l'a dit, l'armée c'est le peuple khawa khawa, nous sommes le peuple. Et nous protégerons le peuple. Il n'y aura pas de violence et nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas de violence. Force est de reconnaître aujourd'hui que l'armée n'a pas usé de violence et on peut dire d'une manière directe ou indirecte, elle a protégé la population contre la violence. Quand je dis l'armée, c'est aussi la police, la gendarmerie qui relève de l'armée, etc. Mais ça ne suffit pas. Alors, protéger contre la violence, c'est une chose, mais comment aider le peuple à aller vers la transition? Alors, l'armée fait, à mon avis, ce qu'elle peut, dans 2 directions. La première, c'est pousser vers les élections, vers l'application de l'article 102, même si, à mon avis, ils ne doivent pas, ni Gaïd Salah, ni l'état-major en général, ne doivent se faire beaucoup d'illusions sur la réussite des élections, des processus électoraux le 4 juillet. Mais ont-ils d'autres choix? À mon avis, ils n'ont pas le choix. Quel choix peuvent-ils avoir? Moi, je dis, il ne faut pas seulement regarder l'armée. Il faut également que la classe politique, que le peuple assume sa responsabilité historique vis-à-vis de la transition. Comment? Bien sûr, j'ai quelques idées, mais ce ne sont que mes idées. Oui. Et beaucoup de gens, des partis politiques ont émis des plateformes, l'idée de faire des plateformes diverses. Mais la preuve que ça ne convainc pas, il n'y a pas consensus. Et la balle est toujours dans le camp, mais à mon avis, elle est dans le camp du peuple plus que de l'armée, parce que l'armée, qu'est-ce qu'elle va faire?
elle va échouer dans l'élection du 4 juillet, et après. Ça ne réglera rien. L'armée ne peut pas faire de la politique. L'armée ne peut pas. Elle n'est pas un parti politique. Et donc, c'est ça, il y a le risque. Il y a des risques de dérapage, il y a des risques économiques, parce que plus on traîne dans la réussite, dans le processus de transition, et plus l'économie reprendra ses droits. Les problèmes économiques reprendront leurs droits et agiront de manière négative sur le processus de transition. Là, justement... Et alors, pardonnez-moi, ce que fait l'armée et ce qu'on lui reproche, ce que certains lui reprochent et que d'autres félicitent pour ça, c'est décider de l'arrestation des oligarques, des hommes d'affaires, des politiques les plus corrompus. Ceux-là, ce n'est pas l'armée qui les a désignés du doigt. C'est le peuple qui a désigné les gens qui aujourd'hui sont sous les verrous. Il faut quand même rendre justice à ça. Ce n'est pas l'armée qui a décidé de mettre X ou Y ou Z en prison. La plupart, je dis la plupart. Oui. Le cas de Issa Rabrab est un cas à part. C'est vraiment un cas à part. On ne peut pas le mélanger avec les autres. Mais l'armée, donc, a décidé faute de pouvoir promouvoir une solution crédible, une solution politique crédible, a décidé de donner des gages à la population pour les rassurer en faisant pression sur la justice civile ou en encourageant la justice civile à s'autosaisir pour des affaires qui sont de notoriété publique, des affaires de corruption de notoriété publique, et directement sur la justice militaire. Quand il lui a semblé que la justice militaire devait se saisir parce qu'il y a atteinte à la sécurité de l'État, des affaires d'espionnage, de trahison, etc., là, c'est la responsabilité, on peut dire que c'est l'armée qui a décidé d'interpeller telle ou telle personne. Dans les autres cas, où c'est la justice civile, je ne crois pas. D'ailleurs, je pense que même l'armée ne peut pas. J'imagine mal Gaïd Salah ou quelqu'un de l'état-major appeler tel ou tel juge en disant saisissez-vous, arrêtez X ou arrêtez Y. Moi, je pense que c'est plutôt à mettre en relation avec le climat de liberté dans lequel se baignent aujourd'hui les juges. C'est-à-dire que les juges qui connaissaient aussi de beaucoup d'affaires de corruption, mais qui étaient empêchés de faire leur travail, aujourd'hui font un peu dans l'excès de zèle. C'est-à-dire qu'ils s'autosaisissent de toutes les affaires qui viennent à leur connaissance. Donc, je parle des procureurs, des instructions, etc. Donc, de manière un peu folle, mais si on en juge par les réactions de la population, ça va dans le bon sens. Je ne dis pas toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée, mais enfin, beaucoup de gens qui ont été arrêtés n'avaient pas bonne presse. C'est le moins que l'on puisse dire. Oui. Maintenant, après, on peut dire que si l'intention du chef d'état-major était bonne, était saine, il commencerait aussi par son entourage, etc. Je dirais oui, à condition que ce soit lui qui soit à la manœuvre, à condition que les listes, c'est lui qui les dresse. C'est ça que mais je ne crois pas, oui. Franchement, je vous le dis franchement, je ne crois pas que ce soit le chef d'état-major qui dresse les listes des gens à arrêter. Parce que juste une toute petite, et je vous laisse continuer, parce que beaucoup, en particulier dans les médias algériens, et d'ailleurs je me demande pourquoi on ne vous donne pas la parole pour que vous puissiez contribuer à amener les idées pour une transition. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup dans les médias et dans la rue, ils pensent que l'état-major de l'armée contrôle tout. Et s'il n'y a pas d'issue à la crise politique, c'est parce que l'armée le veut bien. Qu'est-ce qui gagnerait l'armée? Les gens, c'est pour ça que je dis que la situation est compliquée. Moi, je me méfie des arguments trop faciles, ou des jugements trop faciles. Beaucoup de gens disent, pas forcément désintéressés, je veux dire pas forcément mus par l'intérêt national, disent que l'armée ne veut pas de démocratie. L'armée ne veut pas de démocratie. Donc l'armée veut reproduire le système, l'armée veut garder la haute main sur le système, donc s'oppose au désir démocratique des Algériens. Ouais, je ne le crois pas, ça me fait presque rire.
même si ça peut choquer, encore une fois. Parce que tout de même, encore une fois, l'armée ne peut pas se résumer à un chef ou à quelques chefs. L'armée, c'est une institution de plusieurs centaines de milliers de gens, sans compter 1,5 million de retraités. C'est une armée qui vit ce que vit le peuple ordinaire, qui réagit comme n'importe quel Algérien. Les militaires sont des gens du peuple. Et donc, ils sont traversés par les mêmes colères, les mêmes indignations, le même désir de liberté, de justice. Et n'ont certainement pas envie de se laisser entraîner dans une aventure. Parce que si l'armée est entraînée dans une aventure, les soldats en paieront le prix, les officiers en paieront le prix, sans que cela ne donne des résultats, puisque chaque fois que l'armée est intervenue, ça a été une tragédie. Donc je ne pense pas que l'armée puisse s'opposer. Je ne suis pas catégorique, je vous donne mon opinion. Oui. Je ne pense pas du tout que l'armée algérienne aujourd'hui cherche à s'opposer au processus démocratique. Mais il n'y a pas de solution, encore une fois. Si vous avez une solution, une bonne solution, on l'envoie par courrier et puis peut-être qu'ils découvriront que voilà, il y a une solution à laquelle ils n'ont pas pensé. Mais c'est complexe parce que ce n'est pas c'est tout le peuple qui est concerné. Autrement dit, la solution qui doit être trouvée doit être une solution consensuelle. Autrement dit, toutes les sensibilités politiques et idéologiques doivent y trouver leur compte. Or, comme nous ne sommes pas dans un processus électif, comment dégager un consensus? Je ne dis pas qu'on ne le trouvera pas. Sauf que souvent, les consensus, je suis désolé de le dire, presque désolé de le dire, il n'y a pas de transition idéale, rêvée. On ne peut pas dire il n'y a qu'à faire comme je sais pas moi, comme les Tunisiens, ou comme les Portugais, ou comme... Chaque pays a sa propre histoire. Et souvent, à part quelques cas particuliers, les transitions se sont faites dans la violence. C'est-à-dire que c'est la violence qui a imposé sa propre logique. Ouais. Et dans la violence, par exemple 1789 en France qui a mis un terme à la monarchie, mais c'était la violence. On ne peut pas dire que le Directoire, Robespierre, etc., représentait le peuple français. Pourtant, l'histoire a enregistré qu'il y a eu une rupture entre la monarchie et la France est rentrée dans une république. Mais c'est la violence qui a sécrété des forces. La révolution de 1917 en Russie. La violence secrète des têtes, secrète des personnages, n'est-ce pas, comme Lénine, des personnages révolutionnaires. En Tunisie, on a eu des personnages, des associations comme le JTT. On a eu beaucoup de personnages comme ça qui apparaissent dans des transitions violentes, n'est-ce pas? Comme en Algérie, nous sommes dans un processus absolument pacifique, il est très difficile de passer autrement que par une forme de consensus politique pacifique à trouver. Encore une fois, je serais très optimiste si on n'avait pas la crise économique qui ne fait que s'amplifier. Oui. Autrement dit, si on traîne, parce qu'on peut imaginer que, à force de tâtonner, à force de réfléchir, on finira par trouver. J'ai confiance dans l'intelligence des Algériens pour imaginer une solution absolument algérienne. Tout comme le Hirak est une révolution pacifique algéro-algérienne. Et nous avons dans notre boîte à outils des raisons. Nous savons qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce que j'ai appelé la boîte à outils algérienne, politique algérienne. Et je suis sûr que dans cette même boîte à outils, il y a des éléments qui permettent de réunir un consensus. On a eu par exemple l'ICSO, l'instance de coordination et de suivi. Avant, il y avait le CLTD, où on a réussi à faire asseoir autour d'une même table des gens de bords politiques et idéologiques très différents. On a sorti la plateforme de Mazafran. Donc c'est quelque chose qui pourrait être refait, quelque chose qui pourrait se refaire, mais de manière encore plus large, plus directe, parce qu'à l'époque de Mazafran, la plateforme Mazafran, nous avions affaire à un pouvoir inamovible qui ne voulait absolument pas partir, et on avait affaire à un peuple qui ne descendait pas dans la rue. Donc la classe politique était un peu seule face au pouvoir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on devrait pouvoir imaginer quelque chose de pacifique et d'efficace. Mais il faut le trouver, c'est compliqué. Ma seule crainte et mon seul souci, sans doute aussi celui de l'armée. Pour les raisons que j'ai indiquées,
et le temps qui joue contre nous. Le temps économique joue contre le pays et le vide politique et institutionnel joue contre l'armée. Ça, il faut le souligner. Ouais. L'armée n'est pas dans la même position que les partis politiques. Les partis politiques, les personnalités politiques peuvent s'essayer à toutes les solutions, peuvent vouloir continuer à débattre autour de la problématique de la transition le temps qu'il faut. Mais l'armée n'est pas dans ce cas. L'armée va se retrouver en première ligne le 4 juillet. C'est-à-dire face au peuple, face aux violences qui pourraient surgir. Oui. Comment éviter, comment ne pas imaginer, quand on est responsable, que 15-20 millions de gens qui sortent chaque semaine, et encore maintenant ça va être presque tous les jours de la semaine, ne puissent pas déraper. Surtout si vous y rajoutez des problèmes économiques. Au bout d'un moment, les gens vont... C'est ça le... Et à ce moment-là, donc, l'armée est dans une position extrêmement délicate. Peut-être que l'espoir viendrait d'ici le 4 juillet, nous l'espérons tous, d'une espèce de table ronde en disant, bon, écoutez, nous sommes tous unis par le même désir, par les mêmes inquiétudes, et donc il faut trouver une solution. Ce que je dis là a l'air, comment dirais-je, banal, a l'air facile, mais en réalité, pour qu'il ait lieu, il faut que chacun abandonne ses préventions à l'égard de l'autre. Quand je dis prévention à l'égard de l'autre, c'est-à-dire sa méfiance à l'égard de l'autre. Par exemple, la méfiance d'une partie de la population ou de la classe politique, une méfiance viscérale contre l'armée, et une méfiance de l'armée contre une classe politique considérée peut-être comme n'ayant pas été à la hauteur de ses responsabilités. Et donc ce mur de méfiance doit tomber et on doit pouvoir ensemble trouver une solution. Coûte que coûte, parce qu'on n'a pas le choix, c'est le même navire. Donc le dernier sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est celui qui occupe actuellement la rue algérienne. C'est le sujet de la corruption. Vous, personnellement, vous accordez une énorme importance à ce sujet, bien qu'on n'a pas l'habitude de voir les médias vous inviter sur ça. Et vous m'avez déjà dit dans une interview auparavant que vous étiez le premier à avoir lancé une opération main propre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui se passe actuellement, et en particulier quand vous évoquez le temps économique, parce que s'il s'agit de récupérer l'argent qui a été volé, sinon, comment le pays pourrait redémarrer? Parce que la question de la corruption pose des problèmes à la fois d'ordre économique et moral. Économique parce que ça freine le développement du pays. Nahb el-Amwal, toute cette dilapidation de 1000 milliards de dollars, ça n'est pas sans conséquence sur le développement de l'économie, sur le désastre économique. La corruption, donc tous les capitaux évadés qui sont sortis du circuit officiel pour aller s'investir à l'étranger, donc c'est des capitaux qui manquent au pays et qui manqueront encore plus cruellement au pays dans les années qui viennent. Donc ça, c'est choquant et le peuple est choqué par ça. Parce que quand on dit corruption, le peuple est indigné, traumatisé, même pas traumatisé, fortement indigné et réclame justice. Parce que ça détruit l'économie du pays, mais parce que ça crée des inégalités sociales. Autrement dit, ce qui est pris au pays, c'est en moins pour le peuple, pour l'ouvrier, pour l'employé, pour le cadre. C'est au moins. Donc la mal-vie aujourd'hui, le pouvoir d'achat qui dégringole, le chômage qui frappe 2 jeunes sur 3, ou au moins 1 jeune sur 2, les gens font le lien avec la corruption. Et donc, c'est devenu un problème numéro 1. Et vous me donnez là, par là, l'occasion de dire pourquoi l'armée se préoccupe de lutte contre la corruption. Parce qu'elle a probablement écouté le peuple. Elle a écouté les slogans du peuple. Et elle a dû se dire, si nous faisons quelque chose dans cette direction-là, nous apparaîtrons plus crédibles vis-à-vis du peuple. Et symboliquement, ils se sont attaqués aux gens les plus décriés de la société. Ces fameux oligarques, n'est-ce pas? Pas là pour les citer. Et encore une fois, la présomption d'innocence s'applique à tous. Mais ce n'est pas un hasard, à mon avis, si l'armée a décidé d'inciter les juges civils et d'agir directement sur la justice militaire pour assainir la situation sur le front de la corruption. Moi, j'y suis particulièrement sensible. Vous faites bien, merci de me poser la question. Les Algériens, beaucoup savent, mais beaucoup aussi ne savent pas.
que il y a 28 ans, quand j'ai été nommé au gouvernement, j'avais eu à affronter ce problème, sauf qu'à l'époque, il y avait des similitudes. Un gouvernement de transition, juin 91, Chedli Benjedid nous avait assigné comme mission d'organiser des élections libres, législatives libres en 6 mois. Comme si aujourd'hui, quelqu'un, ou je ne sais plus qui, si on avait une présidence légitime, désignait un gouvernement de transition pour le charger d'organiser des élections présidentielles dans 6 mois. Nous étions là dans ce cas de figure. Et comme à l'époque, nous avions affaire à un problème, une crise économique grave, plus grave par certains aspects à l'époque, parce que quand j'étais arrivé, il n'y avait pas $1 en caisse. Je le répète, ça semble absolument extravagant, extraordinaire. Je dirais même que les réserves de change étaient négatives. On avait moins 1,5 milliard de dollars. Autrement dit, nous avions gagé l'or, les stocks d'or du pays l'année d'avant. On devait les rembourser en 91 et nous n'avions pas les moyens de les rembourser. Et donc, même si nous avions reçu 1,5 milliard de dollars, à l'époque, qui seraient tombés du ciel, ils auraient été non pas renfloués les caisses, mais ils auraient été remboursés l'or qu'on avait swappé, donc on aurait reconstitué nos stocks d'or, mais toujours avec 0, malgré 1,5 milliard. Donc, pas un sou en caisse. Donc, mon travail à moi, puisque ce gouvernement-là était chargé, comme le serait aujourd'hui un gouvernement de transition, de gérer les affaires courantes, d'éviter la crise économique et la faillite du pays. Et c'était mon rôle spécifique. Donc, moi, très bien, je vais essayer d'utiliser toute mon expérience dans ce domaine, puisque j'avais travaillé 3 années auparavant comme conseiller du Premier ministre Melbah, Comité national de la dette, conseiller du ministre des Finances Rosali et conseiller du ministre de l'Économie Hidoussi. Donc 3 années sur les mêmes dossiers. Quand moi j'étais arrivé au gouvernement, j'étais prêt. Je connaissais tous les dossiers. Donc il ne m'a pas fallu 1 semaine pour commencer à travailler, même s'il était difficile de trouver de l'argent, puisqu'on n'avait rien. On encaissait 10 milliards de dollars et les 10 milliards de dollars qu'on encaissait au titre des recettes d'exportation partaient entièrement au remboursement du service de la dette et il nous restait 0 pour alimenter la machine économique, pour importer du blé, pour importer du lait, pour importer du sucre, pour donner à manger aux gens et pour alimenter l'appareil de production. Et donc, mais je me suis dit, le travail est tellement difficile qu'il faut peut-être aussi regarder si les caisses, dans quel état se trouvent les caisses. Et j'ai regardé, j'ai vu que les caisses étaient percées. À remplir, c'est bien, mais si les caisses sont percées, il y a des fuites, l'argent part. Et j'étais aussi habilité à le faire, puisque j'étais patron, en tant que ministre du Trésor, de l'Inspection générale des finances. J'en avais élargi les attributions avec l'aide de Rosali, que je salue au passage, parce qu'il m'a accompagné dans ce travail colossal de redressement des finances du pays et de lutte contre la corruption, ce que très peu de gens savent. Du moins pour Rosali, parce que c'est lui qui m'a encouragé et qui m'a supporté pour faire ce travail. Mais on peut y revenir si vous voulez. Et donc, je me suis dit, il faut absolument empêcher lutter contre la corruption. Et comme je connaissais bien le secteur, vous pensez bien qu'ayant été à la Banque centrale dans les années 70, et on gérait les réserves de change, j'avais aussi l'expérience accumulée à l'étranger, en France et en Suisse. Et je savais que les banques jouaient un rôle très important, comme elles jouent un rôle dans le recyclage de l'argent sale, mais les banques jouent un rôle aussi dans la distribution du crédit. Et ça explique pourquoi il y a des oligarques par dizaines qui sont apparus. C'est parce que les banques étaient là, il n'y avait qu'à ramasser. L'argent était dans les banques, on donnait du crédit à qui on voulait, qui le système voulait, sans garantie. 1 milliard de... Vous vous rendez compte que des oligarques ont pris... il y a 3 ou 4 oligarques qui ont pris chacun 1 milliard de dollars ou plus, sans garantie. On fait de vous quelqu'un de riche, même si vous n'avez aucune compétence. Et puis alors, quand on vous donne de l'argent facile, évidemment, les fuites vers l'étranger, c'est-à-dire la corruption, bat en plein, la corruption fait le reste. Autrement dit, la source, c'est les banques. Et donc, il me fallait assainir les banques, mais avec des dossiers. C'est pas je débarque, je vire les présidents de banque, ce que j'avais fait. C'est sur des dossiers précis. En élargissant les attributions de l'Inspection générale des finances, j'ai envoyé l'IGF dans les banques et là, j'ai vu ce qu'il fallait voir. Et parallèlement aux enquêtes que j'avais diligentées auprès d'entreprises publiques. Donc j'ai vu, hop, je mets les présidents de banque dehors. Et
c'était un acte courageux, téméraire. Pas courageux, téméraire. Personne, ni avant moi, ni après moi, n'avait fait une chose comme ça. Personne, à ma connaissance, aucun ministre algérien n'a déposé plainte auprès du procureur général d'Alger, signé de sa main, contre des présidents directeurs généraux d'entreprises publiques. Il y en a un qui de temps en temps m'appelle pour me menacer, encore aujourd'hui, en 2019, ou via les réseaux sociaux, mais de manière très prudente, parce qu'il a peur que je dévoile des choses, ce que je me garde de faire, parce que pour moi, le passé, c'est le passé. Mais pour dire simplement que des gens ont écopé au travers de procès tout à fait réguliers jusqu'à 8 ans de prison. Ce travail colossal, je l'ai accompli en 9 mois, parallèlement au travail de remplir les caisses, de trouver de l'argent. Mmh. Mais vous pensez bien que ça ne pouvait pas rester sans suite. Alors, je ne vais pas vous le raconter ici. Peut-être que oui, peut-être que non. Si vous m'y poussiez un peu, je vous raconterai quelques anecdotes. Je vais quand même vous en raconter 2 ou 3. J'en ris parce que j'ai survécu à des menaces de mort. J'en parle au Premier ministre qui me dit qu'il faut prendre au sérieux. On me donne un garde du corps, du DRS, qui dormait dans la même chambre que moi, tenue de combat, Rangers et Kalachnikov dans ma chambre à mes pieds. Là. C'est bien. L'État se préoccupe de la sécurité de ses ministres qui mènent une lutte implacable contre la corruption. C'était une manipoulite à l'algérienne que j'ai déclenchée. Et panique à bord. Et puis, bon, un jour, je rentre plus tôt que... Il nous reste jusque de une minute. Oui, d'accord. Je rentre plus tôt que prévu et je vois des étrangers, des étrangers avec mes papiers par terre, qui fouillaient dans mes affaires. C'était mon garde du corps et un autre élément. Je vais à la gendarmerie pour me plaindre et ils me disent « Désolé, votre cambriolage, ce qui vient de vous arriver, c'est pas nous parce que c'est pas la gendarmerie qui est chargée de la protection des ministres au club des Pins. Je dis, qu'est-ce que vous me racontez? Il me dit, vous m'avez obligé, monsieur le ministre, à vous dire que c'est l'entreprise touristique du club des Pins. Je dis, tu as les femmes ménages? Ils m'ont dit, non, c'est pas les femmes ménages, parce que c'est l'entreprise d'administration. Ouais. C'est le DRS. Ah, il dit, qui est le directeur général de cette entreprise? Il me dit, Rachid Maarif. Et moi, dans ma naïveté, si ce monsieur, je lui réponds, est à son poste demain, je ne suis plus ministre. Une semaine après, moi, on me vire et lui rentre comme secrétaire d'État au tourisme avant de faire une brillante carrière, directeur général du protocole de la présidente de la République, etc. Et puis, une autre affaire aussi absolument étrange, mais les Algériens doivent le savoir. J'arrive une demi-heure après le couvre-feu, on me dit, vous ne rentrez pas. La gendarmerie, vous savez qui je suis? Oui, ministre. Vous savez que j'habite ici? Oui. Vous ne rentrez pas. Couvre-feu. C'est-à-dire que je risquais ma peau. Et plein de choses comme ça. Et puis un jour, on me tire carrément dessus, à bout portant. J'ai vécu ce que très peu d'Algériens ont vécu, sauf peut-être ceux qui sont morts et qui ne sont pas là pour parler, pour en parler. Vous voyez pourquoi je suis sensible à ces questions-là. Mais je le dis sereinement aujourd'hui. Parce que cette corruption est davantage institutionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas en mettant des gens en prison, à la limite, que vous allez tarir la corruption. Ouais. La lutte contre la corruption est une question morale et économique. Elle peut valoir à son auteur, comme j'ai eu à l'écrire, beaucoup d'ennuis. Si j'en parle aujourd'hui, j'en ai parlé aussi avant, mais je mets des noms sur ceux qui m'ont menacé, qui ont cherché à me tuer. Et ces noms se rattachent directement à des gens qui ont continué ensuite à sévir à la tête de l'État. Vous voulez dire dans le DRS? Bien sûr, et pas seulement, mais bien sûr. C'est un État DRS qui est en train de s'effondrer. Pourquoi? On me reproche de soutenir Gaïd Salah. Moi, je ne soutiens pas Gaïd Salah. Je soutiens l'action que l'armée nationale populaire est en train de mener pour assainir la situation sur le front de la lutte contre... En sachant que cet assainissement va profiter aux politiques qui vont faire la transition. Parce que si vous n'assainissez pas la corruption, ces capitaux qui sont demain vont peser sur la transition, donc sont un péril pour la réussite du processus démocratique. Il fallait que quelqu'un s'en charge, et pas seulement l'armée, puisqu'encore une fois, je vous le dis, il me semble que la justice est en train de se réveiller, de s'autosaisir de ces dossiers-là. Je vous remercie, Monsieur Benouari, pour toutes les informations
avec lesquels vous avez éclairé, j'espère, pour tous les citoyens algériens la situation. J'espère que vous seriez beaucoup plus invité par les médias algériens. Votre voix, je pense, comptera beaucoup dans le processus de transition. Donc j'espère que cette interview a apporté pas mal d'éclaircissements pour les questions qui sont posées sur la scène politique comme économique en Algérie. Et je vous donne un rendez-vous pour une autre rencontre avec une autre personnalité. Je vous remercie beaucoup.